Hey, bienvenue dans ma cuisine. Est-ce que ça vous dit un peu de lessive sur votre steak? Non? Vous êtes sûr? Ah, pardon. Vous préférez un assaisonnement au formaldéhyde, je comprends. Avec un peu d'acide salicylique pour bien faire saigner l'estomac? Ah, mais vous êtes plus amateur de sulfate de cuivre. C'est vrai que ça va super bien avec les petits pois. Pois. Bienvenue dans mon void. C'est sympa, non? Attendez. Vous êtes sans doute en train de vous dire, ça y est, il a pété les plombs, il a perdu le nord, il veut tous nous empoisonner, c'est la fin. Bon, heureusement, rassurez-vous, pas de souci, j'habite à l'ouest, donc je peux pas parler le nord. Ok. Plus sérieusement, tous les produits chimiques là, le borax, c'est un détergent, le formaldéhyde, c'est utilisé pour embaumer les corps, l'acide salicylique, c'est la base de l'aspirine, vous avez dû en entendre parler, et le sulfate de cuivre, c'est un antifongique. C'est que des produits chimiques ultra toxiques, mais ils ont été utilisés comme additifs alimentaires très courants aux USA. Ouais, la lessive, les trucs pour embaumer les corps, ouais, tout ça, quoi. En fait, après la guerre civile, il y a eu un exode rural vers les villes du Nord, ce qui a posé un léger problème logistique, parce que d'un coup, il a fallu nourrir plein de monde, avec une grosse densité de population, qui elle-même, produisait pas de bouffe, quoi. Ah oui, c'est chiant ça quand même. D'autant qu'entre la fin de la guerre civile en 1865 et le début du 20e, la population des USA est passée de 31 millions à 76 millions. Ça a plus que doublé. Heureusement, les industriels ont trouvé la solution miracle. Faire des usines de bouffe. Ouais, ça peut nous sembler un peu étrange, mais jusque-là, ça existait pas trop, les usines pour faire à bouffer. Dans les zones rurales, on se nourrit de la terre, des trucs qu'on fait pousser ou qu'on élève soi-même. Et dans les zones urbaines, on va au marché pour acheter des fruits et légumes, chez le boulanger pour acheter du pain, chez le boucher pour acheter de la viande, etc., etc. Et le tout, ça vient des campagnes autour, quoi. Et ça marche. Ça marche jusqu'à un certain point, jusqu'à une certaine densité de population, quoi. Densité qui a été un peu dépassé vers la fin du 19e. On a donc dû industrialiser, beaucoup industrialiser. Chicago est devenue une sorte de ville-usine abattoir, autant pour les animaux que pour les ouvriers d'ailleurs, vu les conditions de travail horribles. Les abattoirs qui portaient le doux nom de Union Stock Yard, ont été fondés par plusieurs entreprises de chemin de fer, mais genre des grosses entreprises de chemin de fer. Et vers la fin du 19e, c'était essentiellement financé par la famille Vanderbilt. Vous ne connaissez pas la famille Vanderbilt? Ça a été pendant un siècle la famille la plus riche des États-Unis, quoi. Des bons gros bourgeois. Vous voyez Nate dans Gossip Girl? Ce serait un des descendants fictionnels de Cornelius Vanderbilt, de la famille Vanderbilt, qui a été l'Américain le plus riche de son époque, jusqu'à sa mort en 1877. Voilà. Et c'est assez logique que ce soit des barons du rail qui aient fondé le truc. Parce qu'à l'époque, le bétail était baladé en train, quoi. Je ferai un épisode un jour sur le comment du pourquoi. Et vu l'absence totale de régulation dans ce nouveau secteur qu'est l'industrie alimentaire, ça a été un peu la fête à la saucisse pour les industriels. Ouais, je sais, c'est très difficile à croire, mais il faut le savoir. Les capitalistes ont voulu maximiser leurs profits, sans tenir compte de la santé de leurs consommateurs, de leurs ouvriers, des animaux et de l'environnement. Incroyable! Je me doute que vous êtes un peu choqués là, un peu remués. Fin 19e, éclate la guerre hispano-américaine. Celle où les USA ont aidé Cuba à devenir indépendante de l'Espagne, en 1898. Ce qui a d'ailleurs entraîné l'éclatement de l'empire colonial espagnol et des insurrections aux Philippines. Enfin, ça a été tout un truc, quoi. Même si au final pour Cuba ça n'a pas été si fun, ils sont juste devenus un protectorat US. Ils ont changé de maître. Et pendant la guerre hispano-américaine, donc, le secrétariat à la guerre, Russell A. Alger. Ce type-là, il passe un contrat avec les grandes entreprises des abattoirs de Chicago pour fournir du bœuf réfrigéré et en conserve au corps expéditionnaire des USA à Cuba. À l'armée, quoi. Et oh boy, les industriels ont fait n'importe quoi. Mais genre, n'importe quoi! Des soldats ont témoigné avoir découvert de la viande en état de décomposition à l'ouverture de conserve. Et un des médecins militaires a même affirmé que la viande réfrigérée avait la même odeur qu'un corps humain embaumé en état de putréfaction. Ça fait beaucoup. Et que la viande puait l'acide borique quand on la cuisait, le fameux borax. On n'a pas le chiffre exact du nombre de morts que ça a causé,
Parce que, en fait, les symptômes d'empoisonnement au bœuf putréfié, là, c'est grosso modo les mêmes que la malaria ou la fièvre jaune. Or, ces maladies ont décimé le corps expéditionnaire US, et du coup, c'est difficile de tirer des chiffres. Et oui, la dysenterie, c'est pas si fun. Non, mais je comprends, moi aussi, quand je mange un sandwich un peu passé, j'ai les mêmes symptômes que la malaria, quoi. Enfin... Bref, ça c'est su et il y a eu un scandale. Nommé le scandale du bœuf embaumé. Ça ne s'invente pas. Ils savaient rigoler les journalistes à l'époque quand même. Bon après forcément vu que c'est des bidouillages qui se sont passés dans l'armée, Monsieur Alger là, il s'est fait protéger par sa hiérarchie et il a rien eu quoi. Il lui est rien arrivé, il a pas été condamné. Et ce scandale du bœuf embaumé là a poussé un certain Harvey Washington Wiley sur le devant de la scène. C'est lui là. Le jeune Harvey vient d'une famille fermement opposée à l'esclavage. Plutôt du bon côté de l'histoire du coup, et qui faisait partie du chemin de fer clandestin. C'est une sorte de réseau de routes et de personnes qui permettaient aux esclaves de fuir vers le nord, vers le Canada et vers la liberté. Alors oui, il y a un lien, vous allez voir. Parce que en fait, après l'abolition de l'esclavage aux USA, d'après la journaliste et chercheuse Bee Wilson, les abolitionnistes se sont tournés vers de nouvelles causes, dont la cause animale par exemple. Eh ouais, déjà à l'époque. Aussi vers la pureté alimentaire, comprendre l'absence d'additifs dans la bouffe, et la prohibition. Bon, pas fifou pour la dernière. Le jeune Harvey, donc, chimiste en chef au département de l'agriculture, il est opposé depuis un moment aux additifs alimentaires et il aimerait que les industriels y mettent la composition de leurs produits sur l'étiquette. Vous savez, les ingrédients quoi. Ce qu'il refuse catégoriquement. Dire aux gens ce qu'on leur donne à bouffer? Non mais... Puis quoi encore? Quoi? Des capitalistes ont voulu maximiser leurs profits au détriment de la santé de... Oui, ça va, on a compris. Suite au scandale du bœuf embaumé, en 1902, le Congrès américain donne 5 000 $ à Harvey pour qu'il étudie les effets sur la santé humaine de différents additifs alimentaires. Sur le papier, c'est plutôt une bonne idée, non? Quand même. Non? Ouais, ok, on est début 20e, ça va pas nécessairement bien se passer au niveau éthique. Ou scientifique. Parce que... Bon, les études en double aveugle, c'est pas encore tout à fait à la mode à l'époque. Ça va arriver, hein, mais c'est pas encore là. Ils demandent donc à des volontaires s'ils sont OK de bien vouloir manger de la nourriture empoisonnée pendant 1 an, en échange de 5 $ par jour et la bouffe gratos. La bouffe qui les empoisonne du coup. Ça va pas nécessairement bien se passer au niveau éthique. Il y avait bien une sorte de groupe contrôle. Enfin, pas vraiment. Disons que les volontaires ont arrêté de s'empoisonner pendant quelques mois. Le problème, c'est que Harvey il a eu tellement de mal à trouver de la nourriture qui n'était pas déjà contaminée à l'avance, avant de la contaminer lui-même, que le groupe contrôle n'a de toute façon pas grande valeur au niveau scientifique. 12 jeunes hommes en bonne santé, des solides gaillards, ont été sélectionnés, partant du principe très scientifique que si ça empoisonnait ces types-là, c'était forcément mauvais pour la santé de tout le monde. Ce n'est pas comme ça que fonctionne la biologie. Ils ont donc été nourris avec du steak au borax, qui est un détergent, du lait au formaldéhyde, qui est un biocide et un agent d'embaumement, on en a parlé d'ailleurs, et tout un tas de trucs du même acabit. Tout ce qu'on adore, de la très haute cuisine. C'est donc ça la cuisine moléculaire. Ces tests ont été appelés les Poison Squads dans la presse. Un titre que Harvey n'aimait pas trop au début, avant de se rendre compte de l'effet buzz que ça pouvait avoir. L'étude a duré 5 ans et a conclu qu'aucun produit testé n'était bon pour la santé. Aucun, et que certains étaient très dangereux. C'est pas tout à fait vrai, mais il y a une subtilité. En gros, le benzoate de sodium a été considéré comme dangereux par les Poison Squad, mais des tests plus tard ont montré que en fait ça va. L'emballement de la presse autour de ces études et le travail de militantisme d'Alice Lakey, allez lire sa page Wikipédia, c'est passionnant, ont poussé le Congrès américain à voter le Pure Food and Drug Act en 1906. C'est ce qui donnera en 1930 le FDA, le fameux Food and Drug Administration, connu avant comme le Food, Drug and Insecticide Administration, qui était une division du USAID Bureau of Chemistry, qui était une section du Department of Agriculture, lui-même branche du Patent Office, qui était un organe du State Department avant d'être transféré au Department of the Interior, le tout dérivé du Copyright and Patent Clause, un des pouvoirs de la Constitution. Vraiment, ça nous fait comprendre les États-Unis quand on se rend compte que le département de l'agriculture dépend d'une loi sur le copyright. D'ailleurs, fun fact, le tout premier commissaire à l'agriculture, c'était Isaac Newton, et il a été mis en place par Abraham Lincoln. Alors, rien à voir avec les pommes anglaises. Hein. Le Pure Food and Drug Act de 1906, c'est la loi qui a poussé Coca-Cola à arrêter de mettre de la cocaïne dans sa boisson.
et à mettre de la caféine à la place. Or, Harvey, il se méfiait aussi de la caféine. Et il a donc porté plainte contre 40 barils et 20 tonnes lait de Coca-Cola qu'il avait fait saisir. Alors oui, il a porté plainte contre le produit, contre le Coca-Cola, pas contre l'entreprise Coca-Cola. C'est une spécificité du droit US. Bon, maintenant, pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Bah alors déjà, c'est mon épisode pilote, alors bon, bah je fais bien ce que je veux, hein, merci. Mais aussi parce que dans un monde où la nourriture est devenue extrêmement industrialisée, c'est important de connaître son histoire et de le mettre en miroir avec l'actualité. Par exemple, pourquoi des grandes entreprises de l'agroalimentaire poussent contre des politiques de santé publique. Petite pensée pour le Nutri-Score. Je vous quitte sur ce nom d'additif alimentaire que l'on trouve de plus en plus. Disodium 5'-ribonucléotide. aka E635. Ouais, alors j'ai dit 5' parce que je sais pas comment ça se prononce ça. Mais sinon, rassurez-vous, c'est pas du tout un additif dangereux. C'est juste pour illustrer le niveau d'industrialisation qu'on a atteint, quoi. Ah oui, sinon n'hésitez pas à vous abonner et mettez la cloche et les autres conneries là. Aussi, je suis sur Twitch les mardis et jeudis à partir de 18h. Sur ce, mangez des légumes et à la prochaine.